Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. J'ajoute aussi que YouTube a tendance à désabonner mes abonnés, donc pour tous les abonnés qui me regardent, vérifiez régulièrement que vous êtes bien abonné, puisque j'ai reçu encore des commentaires d'anciens abonnés ou de même des nouveaux abonnés qui ont découvert qu'ils n'étaient plus abonnés et ils ont dû se réabonner des fois deux, trois fois d'affilée avant que YouTube prennent bien leur abonnement en compte. Donc, vous voyez, ça peut être important. Donc vérifiez régulièrement que vous êtes toujours abonné à ma chaîne. Voilà, c'était important à souligner. Donc là, c'est le point sur l'Ukraine du 17 mai 2025 et on va d'abord évidemment parler de ces fameuses négociations en cours. Alors, avant qu'il y ait eu ces négociations en cours, n'oublions pas quand même le manège, pour ne pas dire la mascarade qui a eu lieu à Kiev avec l'arrivée de Macron, Starmer, Tusk et Merz, avec évidemment le fameuse histoire du mouchoir poudré, si vous me permettez cette expression, entre guillemets bien sûr. Donc je ne vais pas parler de l'histoire du mouchoir, parce que j'ai déjà des problèmes avec YouTube, je ne vais pas en ajouter, surtout que dernièrement j'ai mis une vidéo sur Israël, j'ai dû retirer cette vidéo en urgence de ma chaîne, qui est disponible sur Odyssée, donc si vous voulez voir ma toute dernière vidéo sur Israël, il faut aller sur Odyssée, ma chaîne Odyssée. Bref, voilà, ça c'était les petits problèmes que j'ai avec YouTube. Bref, donc on a eu ce manège ou cette mascarade à Kiev pour montrer que l'Europe était de concert en solidarité avec Zelensky. Évidemment, ça a fait rigoler tout le monde dans le monde entier, tellement c'était ridicule, pour ne pas dire pitoyable et pathétique. En plus de cela, il y a eu l'affaire du mouchoir poudré, hein, c'est comme ça que je l'appelle moi cette affaire. Donc tout cela a fini en eau de boudin avec un pathétique général concernant ces quatre chefs d'État et évidemment le ridicule toujours autour de Zelensky qui lui n'est qu'un pantin comme on l'a vu avec cette histoire-là. Bref, ce n'est pas fini, on a les négociations en cours à Istanbul où on a eu un Zelensky qui disait tout d'abord qu'il ne viendrait pas s'il n'y avait pas un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Zelensky a eu une pression énorme, ça il faut l'avouer, de Starmer et de Macron pour qu'il y aille quand même. Alors d'après ce que j'ai compris des bruits de coulisses, on l'a forcé à aller à Istanbul parce que, et bien comme ça, les Starmer, Tusk et Merz et Macron pouvaient dire que Poutine ne voulait pas la paix, donc malgré qu'un président ukrainien soit Istanbul, donc il a eu pression, mais malgré la pression, il a quand même tenu la pression au début, il a tenu, et ensuite il a dit non, moi si Poutine ne vient pas à Istanbul, je ne viendrai pas à Istanbul. Il y a une pression encore plus forte de l'UE, mais il a eu aussi une pression des États-Unis, apparemment de Donald Trump, pour qu'il y aille. Et d'après ce que j'ai compris, c'est quand Donald Trump a téléphoné à Zelensky pour dire qu'il faut qu'il y aille, que là, il aurait cédé. Voilà. Alors l'excuse de Zelensky, qui à mon avis est bancale, c'était bon, je vais quand même à Istanbul, même s'il y a un décret qui normalement interdit à qui que ce soit au gouvernement de parler à Vladimir Poutine. Mais moi,
comme je suis président, eh bien je suis le seul qui peut légalement parler à Vladimir Poutine. Alors je vais y aller. Alors je trouve cette explication vraiment très mauvaise, pour parler correctement, parce que ça fait plus de 2 ans qu'il nous dit que ben, il y a un décret, donc je ne peux pas négocier avec Vladimir Poutine. Et là, tout d'un coup, il peut négocier avec Vladimir Poutine, lui seul, bien entendu. Et alors qu'il avait dit qu'il n'irait pas à Istanbul tant qu'il n'y aurait pas un cessez-le-feu inconditionnel. Ensuite, qu'il n'irait pas à Istanbul tant qu'il n'y aurait pas Vladimir Poutine. Vladimir Poutine annonce qu'il n'ira pas, ni même Lavrov d'ailleurs. Et pourtant, malgré qu'il y ait une délégation russe de troisième zone, c'est-à-dire ni Poutine ni Lavrov, mais d'autres illustres inconnus, bah, il y va quand même. Il y va quand même. Alors toujours d'après ce que j'ai compris des bruits de coulisses, en fait c'est l'union de concert de l'UE et des États-Unis qui a fait qu'ils lui ont forcé la main pour aller quand même à Istanbul. Et le fin mot de l'histoire, ce serait que malgré que Zelensky n'ait vraiment pas voulu, bah, il a quand même cédé, surtout à cause de Donald Trump. Et le but de toute cette mascarade, parce que c'est une véritable mascarade, eh bien c'est pour dire à la fin, pour pouvoir dire à la fin, regardez, Vladimir Poutine ne veut pas la paix puisqu'il ne vient pas à Istanbul, il envoie une délégation de troisième zone, vous avez vu, vous êtes témoin, c'est qu'en réalité il ne veut pas la paix. Voilà l'excuse et voilà pourquoi il y a eu tout ce micmac avec les négociations à Istanbul, ces reculades de Zelensky, et au final il a cédé face à la pression. Évidemment Zelensky s'est retrouvé pathétique, hein, tout seul à Istanbul. Donc là il a été à Ankara pour rencontrer Erdogan. Pourquoi veut-il voir Erdogan? Bon, nul ne le sait. Bon, personnellement, j'ai ma petite idée. Je pense que Zelensky a voulu voir Erdogan absolument pour dire à Erdogan, bon, faut absolument que tu fasses pression sur Vladimir Poutine. Faut aussi que tu saches qui sont tes vrais alliés. Donc, s'il te plaît, Erdogan, sois du côté de l'UE et des États-Unis et non pas du côté de Poutine. Choisis ton camp et tu verras, tu auras des récompenses à la fin. Bon, ça c'est moi qui suppute, mais c'est la seule raison que je vois concernant Zelensky qui va à Ankara voir Erdogan. Je ne vois que ça. Cela ne reste que ma supputation à moi. Donc tout ça est ridicule, et pourtant, malgré que Vladimir Poutine ait envoyé une délégation de troisième zone, ça n'empêche quand même que cette délégation a été fortement préparée à Moscou. Vladimir Poutine a parlé avec cette délégation, et non seulement il a parlé avec cette délégation, mais bien d'autres grands personnages qui étaient à cette réunion afin de préparer minutieusement les pourparlers à Istanbul. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu un grand professionnalisme du côté de Moscou avant d'envoyer cette délégation. Donc il y a eu, dans cette réunion, il y avait Gerasimov, Belaouzov, il y avait bien d'autres grands personnages. Il y avait Lavrov, il y avait tous les grands personnages de l'État étaient là. Il y avait même le chef du SVR, hein, donc l'équivalent de la CIA américaine, on va dire. Donc ça a été une délégation qui a été fortement préparée, malgré tout, avant d'être envoyée à Istanbul. Donc les Russes ont travaillé très sérieusement. Et quand vous comparez comment la délégation russe a été préparée et la cacophonie totale côté occidental, la cacophonie totale, on a eu, en plus de tout ce que je vous ai dit précédemment,
on a eu un Donald Trump qui a dit peut-être que j'irai à Istanbul. Peut-être, on verra bien. Alors évidemment, si Donald Trump avait été à Istanbul, peut-être que Poutine aurait fait l'effort d'y aller. Sinon, ça aurait été un affront énorme vis-à-vis de Donald Trump. Mais bon, je ne sais pas concernant Vladimir Poutine ce qu'il aurait fait. En attendant, on a un Donald Trump qui dit peut-être que j'irai pas. Bon, voilà. Et là, tout dernièrement, on a Donald Trump où on lui demande qu'est-ce qu'il en pense des négociations d'Istanbul, qu'est-ce qu'il en pense du fait de cette petite délégation russe. Et Donald Trump, il dit ah bah c'est normal, puisque j'étais pas là. Moi, tant que je ne suis pas à Istanbul, il ne se passera rien. Tant que je ne rencontre pas Vladimir Poutine, il ne se passera rien. Donc on a les rodomontades en plus de Trump qui balance ça. Donc on note quand même le narcissisme typique de Donald Trump, il ne peut pas s'en empêcher. Hein. Tout se ramène à lui, sans lui le monde ne tourne pas. Bon, ça on a l'habitude avec Trump. Mais en attendant, ça a été la cacophonie côté occidental, comparé au professionnalisme régulier qui est toujours là à très haut niveau côté russe, pour tout, hein, que ça soit Istanbul, souvenez-vous, avril 2022, Istanbul, où Zelensky allait capituler, en gros, hein, il est d'accord, et Boris Johnson qui intervient à la dernière minute pour tout faire capoter. Bon, les États-Unis ont appelé Zelensky en lui disant surtout tu capitules pas, tu négocies rien, t'as l'OTAN derrière toi, l'Ukraine n'a aucun problème pour gagner cette guerre contre la Russie, ne t'inquiète pas, on a prévu des trains de sanctions qui vont ruiner l'économie russe, ne t'inquiète pas, tu ne peux pas perdre, on est derrière toi. Et 2 fois Zelensky a été roulé dans la farine concernant l'Occident. 2 fois il a voulu négocier et 2 fois au final, à mon avis, il l'a bien regretté. Je pense tout du moins. Bref, donc cacophonie totale avec tout cela. Alors bien évidemment, je pense que ça va se finir comme ça doit se finir, c'est-à-dire qu'il ne va strictement rien se passer au niveau de cette réunion à Istanbul. Vladimir Poutine est victorieux, il ne veut pas de cesser le feu, lui il veut que ça continue jusqu'à ce qu'il ait atteint ses objectifs. Et là, apparemment, Poutine ne faiblira pas, il ira jusqu'au bout dans ses desiderata. Encore une fois, comme Lavrov l'a répété à plusieurs reprises, la Russie ne fera aucun pas en arrière tant qu'il n'aura pas atteint tous ses objectifs. Et enfin, on a pour les informations croustillantes autour de Zelensky, on a Zelensky qui a décidé de ne plus faire appel au SBU pour protéger sa propre personne, mais une bande de mercenaires, ce qui prouve qu'au sein du gouvernement de Zelensky, rien ne va plus. Zelensky, il sait qu'il est dans une voie sans issue, que c'est bientôt la fin concernant sa carrière, il le sait très bien, et il sait très bien, comme je vous le dis depuis plus d'1 an, que les autres adversaires, parce qu'il faut dire ce qu'est, ce sont des adversaires, comme Zaloujny, qui est ambassadeur à Londres, et Boudanov, le chef du SBU, aimeraient bien avoir sa place. Et oui, de président. Et comme lui, il sait qu'avec Trump, de toute manière, qui en réalité tire toutes les ficelles, puisque c'est Trump qui décide de tout en réalité, il sait très bien qu'il est fini, Zelensky. Donc, il sait très bien qu'il représente un caillou dans la chaussure de Trump. Il le sait très bien. Donc, voilà. Et avec Boudanov qui lorgne sur son trône, et Zaloujny et Porochenko, et oui, il n'y a pas que lui, hein, le maire de Kiev aussi, qui lorgne aussi sur son trône, il sait très bien que, voilà, ça commence à être très chaud sur sa personne.
peut-être qu'une élimination de Zelensky pourrait arriver plus vite que prévu. Zelensky en a grandement confiance, ce qui expliquerait pourquoi il ne veut plus du SBU comme garde rapprochée, mais une bande de mercenaires. Voilà, une bande de mercenaires plus ou moins identique aux mercenaires de Blackwater côté américain. C'est de la même eau, tout ça. Et comme d'habitude dans cette vidéo, il y aura bien d'autres informations à ne pas manquer, très croustillantes, très intéressantes. Vous allez voir ça, surtout regardez bien la vidéo jusqu'au bout. Voilà, commençons. Alors j'aimerais commencer cette vidéo avec deux photos. La première photo, vous l'avez deviné, c'est les chefs d'État qui se sont rendus à Kiev pour soutenir Zelensky. Et là, c'est la photo lors du 9 mai, lors de la parade de la victoire contre les nazis avec Vladimir Poutine et les 27 chefs d'État. Voilà, ça c'était pour vous montrer le contraste. Alors, vous reconnaissez ici Starmer, Macron, Tusk, hein, le Premier ministre polonais, et Friedrich Merz, donc le chancelier allemand. Alors, à la fin, évidemment, rien n'en est ressorti, à part un ultimatum donné à Vladimir Poutine, comme quoi, s'il n'y a pas un cessez-le-feu de 30 jours inconditionnel, eh bien, il y aura des sanctions terribles données contre Vladimir Poutine, donc contre la Russie. Et là, l'Union européenne vient de décider qu'il y aurait un 17e train de sanctions contre la Russie. Alors nous verrons dans le détail ce que ce sera, mais en tous les cas, un 17e train de sanctions a été donné contre la Russie. On est environ à un peu plus de 30 000 sanctions contre la Russie maintenant. C'est complètement ridicule. En tous les cas, voilà, ça donne là une petite image très révélatrice qui nous montre qui est isolé et qui ne l'est pas. Alors là, un article du Washington Post où on voit un Zelensky qui est esseulé. Et oui, pour l'accompagner à Istanbul, il aurait bien aimé avoir à nouveau à côté de lui Macron, Starmer, Tusk, Friedrich Merz. Il aurait bien aimé être un peu entouré, voire même Donald Trump, hein, comme Trump l'avait laissé suggérer. Eh ben non, il se retrouve tout seul. Alors comme là, c'est le seul chef d'État est devenu à Istanbul, pour se consoler, il est parti à Ankara voir Erdogan là. Bon, alors évidemment, il y avait les délégations russes, il y avait une délégation américaine, puisqu'il y avait Marco Rubio, quand même, le secrétaire d'État américain, qui était là avec. Mais bon, bref, il est bien seul en réalité. Et là, on lit les négociations entre l'Ukraine et la Russie sont de nouveau sur la bonne voie. Mais Rubio ne s'attend pas à une avancée décisive. Eh oui, Rubio a déclaré que le faible niveau de la délégation russe signifiait probablement qu'il n'y aurait pas de percée majeure pour les premiers pourparlers directs entre les deux parties depuis des années. Bah oui, c'est sûr, hein, là, Poutine, il va jouer la montre, hein, c'est certain. En tous les cas, voilà, quand j'ai vu cette photo, eh bien, on est bien triste hein, pour Zelensky qui semble, encore une fois, je le répète, abandonné de tous. Bon, tout du moins en Turquie. Ici TV5 Monde qui nous dit que l'Ukraine et la Russie s'accordent sur un échange de prisonniers, pas sur une trêve. Donc là, au final, bon, rien ne s'est passé à Istanbul de concret. Pour l'instant, tout du moins, il y a marqué là, ici, un échange massif de prisonniers. Ukrainiens et Russes ont toutefois annoncé s'être mis d'accord pour un échange massif de prisonniers, comme l'a expliqué Monsieur Medinsky, à raison de 1000 contre 1000, et ce, dans les prochains jours. Bon, voilà, pour l'instant, les négociations s'arrêtent à ça, en parlant uniquement des accords concrets qui ont résulté de ces négociations. La Politico qui nous dit « Trump affirme que rien ne se passera en Ukraine tant qu'il n'aura pas rencontré Poutine. Les négociations tant attendues d'Istanbul échouent, le dirigeant russe refusant d'y assister. » Bon, là, déjà ici, vous voyez les rodomontades habituelles de Trump. Et ici, la contradiction de Politico.
Parce que Politico dit que les négociations ont échoué parce que Vladimir Poutine n'est pas allé à Istanbul. Mais qu'en est-il de Donald Trump? Bah oui, Donald Trump, il a dit peut-être qu'il ira à Istanbul. Au final, il a décidé de ne pas y aller. Alors vous vous doutez bien que Trump n'allant pas à Istanbul, ben, il va de soi que Poutine n'allait pas aller à Istanbul. Bien évidemment. Mais ils mettent la faute, la Politico, sur Vladimir Poutine et non pas sur Donald Trump. Bon, c'est à peine biaisé, bien évidemment. Attendez, c'est pas fini. Les rodomontades de Donald Trump montent encore d'un cran, vous allez voir. Écoutez, rien ne se passera tant que Poutine et moi ne nous rencontrerons pas, a déclaré Trump. Et il n'irait pas, il parle de Poutine, il n'irait pas si je n'étais pas là. Et je ne crois pas qu'il se passera quoi que ce soit, que cela vous plaise ou non, tant que nous ne nous rencontrerons pas. Mais il va falloir trouver une solution, car trop de gens meurent. Et oui, Trump est très 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 peiné de tous ces morts en Ukraine, bien entendu. Donc il veut qu'il y ait très très vite une paix qui se fasse pour qu'il n'y ait pas tous ces gens qui meurent en Ukraine. Donc voilà, donc Trump fait du Trump évidemment et ça s'ajoute encore une fois, comme je l'ai déjà répété à plusieurs reprises précédemment, au chaos, au caractère brouillon côté occidental concernant les négociations. Alors ici un article très intéressant de TDPEL Media qui nous dit que Zelensky choisit G4S pour sa sécurité personnelle plutôt que le SBU ukrainien dans le contexte du conflit en cours en Ukraine. Et là, lien de G4S avec les forces spéciales, l'expert militaire Alexander Altamonov a suggéré que G4S est essentiellement une extension du SAS du Royaume-Uni, l'unité des forces spéciales de l'armée britannique. C'est très intéressant, mais concernant G4S, c'est pas fini. Alors ici, un dernier article complémentaire. Externalisation de la guerre. Les mercenaires britanniques dirigent désormais les lignes de front américaines. C'était au 25 avril 2025. Et là, qu'est-ce qu'on lit? La société militaire privée anglo-américaine Groupe 4 Securitas G4S a évolué bien au-delà de sa mission initiale d'assurer la sécurité du dirigeant ukrainien Zelensky et des infrastructures critiques de l'Ukraine. Aujourd'hui, elle ressemble à un quasi-État avec ses propres forces armées, son système pénitentiaire et sa portée mondiale. G4S sécurise les ambassades américaines dans le monde entier, garde les aéroports, les agences gouvernementales et les installations militaires de Washington et de Londres, et surveille même des sections de la frontière américaine. Donc vous voyez, c'est quand même très très intéressant tout ça. Et on note quand même que les Britanniques sont bien présents. Il n'y a pas que les Américains. Et on note quand même une défiance de Zelensky envers son propre système de sécurité nationale qu'est le SBU. C'était à noter. Ici un article de CNN qui nous dit « Les voisins européens de la Russie lèvent l'interdiction des mines terrestres. Les militants sont horrifiés. » Bon là c'est pas des mines antipersonnelles, ça c'est des mines anti-chars hein, pour information. Elles sont considérées comme l'une des armes les plus dangereuses et les plus indiscriminées au monde. Pourtant, 5 pays européens ont tourné le dos à un traité international sur l'utilisation des mines terrestres, invoquant la menace croissante de Moscou. La Finlande, la Pologne, la Lettonie, l'Estonie et la Lituanie, qui sont toutes frontalières avec la Russie, ont pris des mesures pour se retirer du traité d'Ottawa, l'accord qui interdit l'utilisation des mines terrestres antipersonnelles conçues pour tuer ou mutiler si l'on marche dessus. Ces développements ont alarmé les militants qui voient la réintroduction de ces armes qui ont tué ou défiguré des dizaines de milliers de civils dans le monde et peuvent contaminer une zone pendant des décennies après la fin d'un conflit comme une régression inquiétante. Et oui, et oui, et oui, parce que va-t-il se passer une fois qu'ils auront mis des millions de mines, parce que évidemment on n'en met pas 3 ou 4, hein, on en met des millions, et bien tous ces
territoires-là qui pensaient se protéger, c'est-à-dire Finlande, Pologne, Lettonie, Estonie, Lituanie, ils vont miner énormément la frontière de leur pays, je dis bien dans leur pays, et que va-t-il se passer quand la paix arrivera? Que ce sera terminé, les tensions avec la Russie? Parce que bien évidemment, il ne peut pas y avoir une tension éternelle ou une guerre éternelle. Et oui, on l'a vu avec la guerre froide, au bout d'un moment, ça s'arrête. Sauf que là, ça va s'arrêter beaucoup, beaucoup plus vite que la guerre froide, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, en imaginant qu'en plus, les États-Unis renouent bientôt, on va dire d'ici la fin de l'année, je ne sais pas, ou l'année prochaine, des liens avec la Russie, c'est-à-dire qu'il y ait une renormalisation des liens entre les États-Unis et la Russie, vous vous doutez bien que l'Europe, au bout d'un moment, elle va suivre. Hein, l'Europe ne peut pas être complètement isolée à vouloir absolument une guerre ou des tensions terribles avec la Russie, alors que l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Afrique, eux, ont des relations normales. Il n'y aurait plus que quelques pays européens qui voudraient absolument voir une guerre contre la Russie qui pourrait arriver sur leur territoire. Ils seraient les seuls États paranoïaques du monde à se tirer une balle dans le pied, évidemment, parce qu'il y aurait cette menace fantôme de la Russie qui les envahirait. Donc au bout d'un moment, s'il y a la paix, bah, toutes ces mines antipersonnelles qu'ils vont mettre, eh bien ce seront eux qui seront bien embêtés. Ben oui, il faut penser au futur. D'après vous, pourquoi il y a eu ce traité d'Ottawa de 1997? D'après vous, pourquoi la Finlande, la Pologne, bon, tous ces pays-là l'avaient signé à ce moment-là? Eh ben, parce que c'est pour tous les problèmes que ça a causé au Vietnam, au Cambodge, etc. On a vu les résultats de ce que donnaient les mines antipersonnelles. Et eux, ils seraient prêts à sacrifier leur pays pour une menace complètement virtuelle, fictive, avec la Russie qui ne veut que des bonnes relations avec ces pays-là, hein, comme c'était le cas avant 2022. Et pourtant, voilà, on a ces pays-là, les rageux, qui sont prêts à faire des choses à l'encontre de l'intérêt même de leurs citoyens, de leur propre pays. Eh bien, ils sont prêts à faire ça pour on ne sait quelle raison. Bon, évidemment, on le sait très bien la raison, je ne vais pas la répéter ici, je l'ai déjà dit à maintes et maintes reprises, hein. Il y a un état profond, évidemment. Il y a de la corruption énorme dans leur pays. Hein, ils sont assujettis à des forces extérieures bien plus puissantes qu'eux. Hein. On l'a vu avec Zelensky d'ailleurs. Donc, nul étonnement, mais malgré tout, ça va loin dans la folie. Ça va très loin. Hein. N'oublions pas que, par exemple, la Finlande avait de très très bonnes relations avec la Russie avant 2022, qui avait un énorme tourisme en Finlande, touristes russes qui allaient énormément en Finlande. Ils allaient beaucoup en Lettonie, en Estonie et en Lituanie aussi, les Russes, ce qui apportait beaucoup de bénéfices pour ces pays-là. Et maintenant, ils ont tout perdu, ces pays-là. Tout perdu. Sans compter des liens commerciaux qu'ils avaient avec la Russie. Ils ont tout perdu. Et non seulement ces pays-là ont tout perdu, mais ils vont perdre encore beaucoup plus, parce que évidemment, ils sont en train de s'armer énormément, d'augmenter leurs dépenses budgétaires militaires de manière colossale. Donc non seulement ils perdent tous les accords commerciaux qu'ils avaient avec la Russie, le tourisme qu'ils avaient avec la Russie, ils sont très mal économiquement, et ben ils dépensent encore plus pour une défense qui ne sert à rien, et en plus, ils deviennent des parias, entre guillemets, à l'échelle internationale, en se retirant de ce traité des mines antipersonnelles, tout en détruisant leur pays et en se mettant une balle dans le pied, à cause de ces mines antipersonnelles
qui seront là à jamais sur leur territoire. Et peut-être même qu'un jour, ils dépenseront des fortunes pour retirer ces mines antipersonnelles qui n'auront servi strictement à rien. Parce qu'il va de soi que cela ne sert strictement à rien. Ils ne font que suivre un mouvement absurde, mouvement qu'on leur a ordonné de faire de l'extérieur. Voilà, mais malheureusement, c'est comme ça. Alors ici, dans Newsweek, on apprend que l'Ukraine perd un autre avion de chasse F-16. Donc l'Ukraine a perdu un autre F-16 après qu'une urgence a forcé le pilote à s'éjecter lors d'une mission visant à repousser une attaque russe, a déclaré l'armée de l'air ukrainienne dans un message sur Telegram. Bon, traduction, le F-16 a été abattu par un missile russe. Il s'agit de la troisième perte connue de F-16 par l'Ukraine pendant la guerre avec la Russie. Les deux autres ont été signalés en août 2024 et avril 2025. Donc les F-16 tellement attendus pendant plus d'un an, un an et demi par les Ukrainiens, ça devait être l'arme magique. Vous notez que de arme magique, c'est passé à arme fantôme, dont on ne parle surtout pas dans les médias. C'était à noter. Ici un article du New York Times qui nous dit l'Europe veut armer l'Ukraine, mais elle perd une course contre la montre. Bah oui, effectivement, parce que vouloir armer l'Ukraine avec des bonnes intentions et beaucoup d'argent, ça ne fait pas l'objet réel. Ça ne fait pas la construction immédiate d'une usine de munitions et d'armes en Ukraine. Donc évidemment, quand tout sera prêt, ben, la guerre sera finie depuis longtemps. C'est ce que je dis depuis déjà plus de 2 ans. Là, on peut lire vendredi, un représentant du Congrès a déclaré que les États-Unis avaient approuvé le transfert par l'Allemagne de 125 roquettes d'artillerie à longue portée. Alors les roquettes d'artillerie à longue portée, c'est les roquettes utilisées par les systèmes HIMARS ou MLRS et 100 missiles de défense aérienne patriotes à l'Ukraine. Alors ça c'est pas mal parce qu'en fait c'est ce que l'Ukraine demande le plus, des missiles patriotes, ainsi que des systèmes complets patriotes, mais ça ils peuvent toujours rêver, les États-Unis n'en donneront pas un seul. Il n'y en aura aucun de donné par les États-Unis. Par contre, il est possible que l'Allemagne, la Grèce ou le Danemark en donnent encore un. Mais bon, nous verrons. Ces armes indispensables sont fabriquées aux États-Unis et ne peuvent être exportées, même si elles sont détenues par un autre pays, sans l'approbation du gouvernement américain. Voilà, donc quand le Danemark, l'Allemagne, par exemple, donne un système complet patriote, c'est avec l'approbation évidemment des États-Unis. Là, on peut lire, ils sont confrontés au double problème de devoir se réarmer et d'approvisionner l'Ukraine. Là, on parle de l'Union européenne. Et la capacité industrielle n'est pas assez grande pour faire les deux, a déclaré Matthew Saville, directeur des sciences militaires au Royal United Services Institute, un groupe d'analyse affilié à l'armée britannique. Il a déclaré que l'Europe pourrait compenser la majeure partie de ce que les États-Unis ont fourni en armes à l'Ukraine à moyen et long terme. Ça, c'est très important. Si elle en a la volonté. Et je ne suis pas sûr qu'elle en ait la volonté. Ça, c'est très important, cette phrase. Et pour l'instant, non, pas à court terme, a répondu M. Saville. Ça veut dire qu'à court terme, l'Ukraine n'aura pas tout ce que déclare en bonnes intentions l'Union européenne. Pas à court terme. Ce ne sera qu'au moyen et à long terme, si elle en a la volonté. Et cet expert, M. Saville, dit qu'il n'est pas sûr qu'elle en ait vraiment la volonté. Et oui, l'Union européenne a ses propres problèmes en interne. Ce n'est pas l'Ukraine qui devrait être la priorité de l'Union européenne, mais ses propres problèmes. Voilà, là on peut lire, mais une grande partie de l'aide militaire européenne promise le mois dernier au siège de l'OTAN se résumait à des engagements de production ou d'achat d'armes dans les années à venir. Et non dans l'immédiat. L'Ukraine pourrait avoir besoin d'armes américaines pendant un certain temps.
Et là, ça va dépendre du bon vouloir de Trump. Donc Trump a décidé de continuer à armer et financer l'Ukraine, mais de manière très très inférieure par rapport à l'ère de l'administration Biden. Bref, voilà ce qu'on pouvait dire sur cet article qui en dit quand même assez long, même si c'est exactement ce que moi je vous dis depuis plus de 2 ans. Mais bon, le fait que ça soit dit dans un grand média, vraiment que de manière publique, c'est une très bonne chose. Alors là, on a un tableau extrêmement intéressant qui nous montre un aperçu du complexe militaire industriel russe avec le taux de fabrication suivant les années, donc de 2021 à début 2025. Et là, encore une fois, ce n'est qu'un aperçu, ce ne sont que quelques exemples. Par exemple, Alabouga fabrique des drones, là, Zala Aero, principalement les Lancet, là, pour les hélicoptères, là, les explosifs et l'artillerie. Donc ça donne qu'un aperçu, mais on peut voir que de 2021 à début 2025, la tendance est très 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 largement à la hausse et cet aperçu du complexe militaire industriel russe a de quoi inquiéter l'Occident, bien évidemment. Alors toujours concernant l'armement, on a un article de Forbes très intéressant qui nous dit un drone russe anti-brouillage vient de faire exploser un HIMARS ukrainien. Les drones à fibre optique russes constituent un problème croissant pour les forces ukrainiennes. C'est ce que je ne cesse de vous dire depuis des mois. Et comme je l'ai dit aussi à GPTV, les drones à fibre optique, c'est le futur, puisqu'on ne peut pas les brouiller. Et évidemment, ceci ne cesse d'être amélioré concernant la distance de frappe et aussi la charge explosive qui ne cesse d'être de plus en plus grande. Donc celui qui maîtrise les drones à fibre optique aura un énorme avantage sur le champ de bataille. Donc tout ça, c'est à suivre toujours de très très près. Alors ici un article de Réactif qui nous dit l'UE approuve son 17e paquet de sanctions contre la Russie. Les ambassadeurs des États membres de l'UE ont approuvé mercredi 14 mai une nouvelle série de sanctions à l'encontre de la Russie alors que le bloc continue d'intensifier la pression sur Moscou à la veille de pourparlers de paix entre le Kremlin et les responsables ukrainiens. Donc cette nouvelle série de sanctions, la 17e depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, comprend des interdictions de visa, le gel des avoirs de hauts responsables politiques et économiques russes. Les sanctions comprennent également l'interdiction d'exporter certains produits chimiques pouvant servir à la fabrication d'armes, des restrictions commerciales envers de nombreuses entreprises impliquées dans le contournement des sanctions déjà imposées, ainsi que l'ajout à une liste noire de près de 200 navires russes impliqués dans le contournement du plafonnement des prix du pétrole imposé par l'Occident. Des diplomates ont précisé que la Hongrie et la Slovaquie, considérées comme les membres de l'UE les plus favorables à Moscou en raison de leur forte dépendance à l'énergie russe, ont néanmoins soutenu cette série de sanctions jugées relativement faibles. Bon, on note que la Slovaquie et la Hongrie ont quand même fini par céder. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce 17e paquet de sanctions contre la Russie. Alors le dernier article sera un article de Newsweek qui nous dit le coût du découplage de l'Europe de la machine de guerre américaine révélé. Alors là, attention, on parle du découplage de l'Union européenne concernant le militaire vis-à-vis des États-Unis. Et là, on lit l'Europe devrait dépenser 1000 milliards de dollars au cours du prochain quart de siècle pour remplacer les capacités et les équipements actuellement fournis par les États-Unis sur le continent, selon un groupe de réflexion sur la sécurité. L'Institut international d'études stratégiques a estimé dans un rapport que le remplacement de la puissance aérienne américaine serait le plus coûteux. L'administration Trump a indiqué vouloir que les États-Unis abandonnent le soutien militaire qu'ils lui apportent depuis des décennies. Et oui, Donald Trump a beaucoup de projets militaires en tête pour les États-Unis. Il ne peut plus se permettre en même temps d'armer l'Union européenne, même si l'Union européenne achète les systèmes. Et oui,
il y a un énorme problème concernant le complexe militaire-industriel américain qui ne peut pas suivre, étant donné tout ce qu'elle a donné à l'Ukraine, à Israël et à Taïwan. Là, les États-Unis n'en peuvent plus. C'est pour ça qu'ils veulent ce découplage avec l'Europe. Ça fait longtemps que Trump avait demandé à l'Europe qu'il se débrouille tout seul concernant le militaire. Ben voilà. Et Trump voudrait que l'Europe dépense 5% de son PIB pour la défense militaire afin que l'Europe puisse être indépendante et non plus dépendre des États-Unis pour sa défense militaire. Et voilà ce qu'on pouvait dire sur ce point sur l'Ukraine. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. Et bien entendu, vous pouvez toujours partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela. Et toujours, soyez curieux.